pas de mari. 7 enfants qu'elle n'a jamais eus, une maison oubliée et un secret prêt à tout bouleverser. Elle croyait être seule, elle ne l'était pas. La lumière blafarde du couloir clignote une fois de trop, puis s'éteint définitivement. Élise ne sursaute pas. Elle connaît chaque panne de ce vieil hôpital parisien, l'ampoule grillée du 3e étage, les néons tremblotants du service des urgences, la lenteur exaspérante de la machine à café. Elle vit ici depuis 13 ans, presque plus qu'elle ne vit chez elle. Il est 3h18 du matin. L'heure creuse, celle où même les bruits des machines se font plus rares. Celle où le silence n'est plus paisible mais pesant. Élise attend que son gobelet se remplisse, fixant l'écran vide de la machine comme s'il pouvait lui donner une réponse, un sens, une échappatoire. Sa blouse d'infirmière est un peu froissée, mal boutonnée. Elle a passé les dernières heures à courir entre les chambres, entre 2 crises d'angoisse d'un patient âgé et une perfusion qui refusait obstinément de couler. Elle est épuisée, physiquement et moralement, mais c'est une fatigue qu'elle connaît bien, une fatigue familière, celle qui évite de trop penser. Son reflet dans la vitre du distributeur la surprend. Ce visage tiré, ces cernes violacées sous ses yeux verts, cette bouche à peine dessinée. C'est elle, à 41 ans, sans mari, sans enfant, sans personne qui l'attend. Une femme qui donne tout aux autres, mais à qui personne ne donne rien en retour. Elle prend son gobelet en carton, le serre à 2 mains, non pas pour la chaleur qu'il dégage, car la machine sert toujours le café tiède, mais parce qu'elle a besoin de sentir quelque chose entre ses doigts pour ne pas sentir ce vide en elle. Dans la salle de repos, la radio grésille faiblement. Une voix grave annonce la météo, brouillard dense, attendu sur la Bretagne demain matin. Élise n'y prête pas attention, et pourtant, ce mot, Bretagne, va bientôt s'imprimer dans son esprit comme une onde de choc. Elle s'assoit dans le fauteuil usé, au cuir craquelé, ferme les yeux quelques secondes, juste le temps de respirer. Pas pour dormir. Dormir, elle n'y parvient plus. Trop de souvenirs flottants, trop de visages oubliés, trop de questions jamais posées, une pile de dossiers médicaux traîne sur la table basse. Mais ce soir, elle n'a pas le cœur à les ouvrir. Ce soir, elle sent un poids différent sur ses épaules. Un pressentiment, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait depuis les ombres silencieuses du couloir. Non pas une présence physique, mais un murmure intérieur, une tension soudaine, une sensation subtile mais tenace. Quelque chose va changer. Elle boit une gorgée, grimace, trop amère, trop tiède, trop elle lève les yeux vers l'horloge murale, 3h22. Encore 5 heures avant la fin de son service. Elle ne sait pas encore que dans exactement 14 heures, une lettre glissée dans sa boîte aux lettres changera tout. Elle ne sait pas encore que cette routine, si fade et si sûre, va voler en éclats. Que les murs de cette vie solitaire vont trembler et qu'elle devra faire face à cette vérité qu'elle n'a jamais demandée. Mais pour l'instant, Élise reste là, dans cette nuit figée, à siroter son café sans goût. Et dans ses yeux, une question silencieuse. Combien de jours encore avant que quelque chose vienne enfin frapper à sa porte ? Le soleil perce à peine à travers la brume du petit matin. Dans la cuisine d'Élise, la lumière naturelle, froide et pâle, glisse lentement sur la table en bois marquée par le temps. C'est dimanche, le seul jour où elle ne travaille pas. Pourtant, elle est debout depuis 6h12, impossible de dormir. Un silence étrange flotte dans l'air. Même la cafetière semble hésiter à faire son bruit habituel. Élise fixe sans raison une petite tache d'humidité sur le mur. La solitude, ce matin, semble plus lourde que d'habitude, comme un air d'attente sans objet. Puis, un bruit sec, clac. La boîte aux lettres s'est refermée, Élise ouvre sa porte d'un geste mécanique, elle ramasse une pile de publicités et de courriers administratifs. Rien d'inhabituel, sauf cette enveloppe jaunie, à l'encre noire, calligraphiée avec soin. Pas de timbre, juste son nom, Élise Marceau, et son adresse, parfaitement écrite à la main. Ses doigts hésitent. Quelque chose dans cette écriture l'ébranle, une impression fugace de déjà-vu. De retour à l'intérieur, elle s'installe à la table. Elle tient la lettre du bout des doigts, comme si elle était trop fragile pour être touchée, ou trop puissante pour être ouverte. Elle déchire doucement l'enveloppe. Un léger parfum d'ancien s'en dégage, celui des papiers conservés trop longtemps dans un tiroir oublié. À l'intérieur, 2 éléments, une lettre officielle du cabinet d'un notaire à Quimper, une page manuscrite glissée entre 2 feuillets comme un secret personnel. Elle lit d'abord la lettre notariale. « Madame Marceau, nous vous informons que vous êtes désignée comme unique héritière de Madame Marianne Desroches, récemment décédée, domiciliée au 6 chemin de la Forge, dans le Finistère. La succession comprend une propriété, des effets personnels et documents que vous êtes priée de venir consulter dans un délai de 2 mois. » Élise fronce les sourcils. Ce nom ne lui dit rien. Elle ne connaît aucune Marianne Desroches, aucun lien de parenté, aucune connaissance. Elle relit, incrédule, la lettre insiste, héritière unique. Elle tourne lentement la page, une feuille beige au papier épais, couverte d'une écriture cursive tremblante. « Élise, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et il est temps que tu saches d'où tu viens, qui tu es, ce que tu ignores encore sur ton histoire. Je ne peux pas tout écrire ici, mais sache que tu n'as jamais été seule. Il y a 7 raisons, 7 destins, 7 vérités à découvrir. Tu n'as jamais été vide, seulement incomplète. » Monsieur un frisson parcourt son dos. Son cœur bat plus vite. Elle relit encore.
Cette raison, qui tu es, que peut bien signifier tout cela? Elle pose la lettre sur la table, se lève brutalement, fait les 100 pas. Une colère sourde monte en elle. Qui ose jouer avec elle de cette manière? Une farce? Un test? Mais au fond d'elle, un autre sentiment gronde. Un murmure ancien qu'elle n'a jamais su nommer, le manque, car Élise ne connaît pas ses origines. Officiellement abandonnée à la naissance, placée en foyer, puis famille d'accueil, puis seule, elle n'a jamais posé de questions, par peur, par résignation. Mais aujourd'hui, quelqu'un lui écrit, quelqu'un prétend détenir des réponses. Elle revient s'asseoir, sa main effleure la feuille, elle lit une dernière phrase griffonnée en bas, presque illisible. La maison t'attend, eux aussi. Le silence dans l'appartement est devenu plus dense que l'air, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Élise s'est laissée tomber sur le canapé, le dos courbé, le regard vide. Le papier froissé dans sa main tremble à peine, mais ce tremblement est celui de son monde qui vacille. Elle a relu la lettre une dizaine de fois. Chaque mot résonne en elle comme un tambour sourd. Cette raison, qui tu es. Tu n'as jamais été seule. Elle serre le papier contre elle, presque comme on presse une plaie pour arrêter l'hémorragie, mais ce n'est pas une blessure qu'elle peut contenir, c'est une déchirure. Tout ce qu'elle croyait solide se fissure. Elle avait construit sa vie sur le sable de l'oubli, sur l'idée qu'elle n'avait pas de passé, pas de racines, pas d'histoire. Une page blanche, disait-elle autrefois à ceux qui osaient demander. Mais voilà qu'une main venue d'un autre temps trace à l'encre vive des lignes qu'elle n'a jamais écrites. Et si c'était vrai? Et si quelqu'un là-bas savait ce qu'elle n'a jamais su? Et si cette maison en Bretagne n'était pas qu'un vieux bâtiment hérité par erreur, mais un fragment de son propre puzzle? Elle se lève d'un bond, marche nerveusement dans le salon, ses pensées se bousculent. Et si c'était une arnaque? Et si cette Marianne Desroches n'existait pas vraiment? Et si j'allais là-bas? Pour rien. Mais une autre voix, plus douce, plus profonde, plus ancienne, murmure « Et si tu avais peur parce que c'est enfin réel ?» Elle s'arrête devant la vieille bibliothèque, elle effleure le cadre jauni d'une photo d'elle, enfant, elle ne sait même pas qui l'a prise. Il n'y a jamais eu d'album dans sa vie, jamais de bras autour d'elle pour raconter des anecdotes de naissance, des histoires de famille, jamais de prénoms murmurés avec amour, jamais de « tu ressembles à ta mère », juste le silence, l'oubli, le vide. Et aujourd'hui, un nom, Marianne, un prénom qu'elle n'a jamais entendu, mais qui, étrangement, ne lui est pas complètement étranger. Elle serre les mâchoires, ferme les yeux, elle est en colère, contre elle-même surtout, parce qu'une partie d'elle veut croire, parce qu'une partie d'elle espère. Mais espérer, c'est dangereux. Espérer, c'est risquer d'être brisée à nouveau. Elle s'effondre sur le canapé, les coudes sur les genoux, le visage dans les mains. La lettre tombe au sol, froissée, témoin muet de son hésitation. Et là, dans le creux de cette lutte intérieure, quelque chose change. Pas une décision, pas encore, mais un frémissement, comme une marée qui commence à monter, lentement. La salle de pause du service de nuit est baignée d'une lumière jaune fatiguée. Les murs sont ternes, couverts de panneaux d'information et de vieilles notes manuscrites punaisées là depuis des années. Une horloge égrène lentement les minutes. Le silence entre les appels d'urgence est presque pesant. Élise est assise à la table, les coudes appuyés sur le formica, les mains autour d'un gobelet à moitié vide. Devant elle, la fameuse lettre, froissée, cornée, comme si elle avait tenté de la rejeter, sans jamais y parvenir tout à fait. En face d'elle, Ahmed la regarde avec une patience calme. Il est infirmier depuis 15 ans, la cinquantaine discrète, les tempes grisonnantes, toujours une parole posée. Ils ont partagé d'innombrables nuits de garde, souvent sans parler, mais toujours avec ce respect tacite, cette camaraderie silencieuse des soldats de la fatigue. Il pousse doucement une photo vers elle. Un vieux cliché sépia, 2 adultes debout devant une maison de pierre, une femme les mains croisées devant elle, un homme en costume usé. Ahmed murmure « C'est ma tante, elle a élevé 3 enfants qui n'étaient pas à elle. On a tous cru qu'elle faisait ça par devoir, mais après sa mort, on a découvert ses carnets. Elle écrivait « J'ai adopté mes enfants à l'envers. Je les ai aimés d'abord et ensuite, ils sont devenus miens. » Élise lève les yeux. Son regard est flou, fatigué. Mais au fond de ses prunelles, un éclat tremble. Celui d'une question qu'elle n'ose pas encore formuler. « Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi, souffle-t-elle. Je n'ai jamais rien cherché, je n'ai rien demandé. » Ahmed hoche lentement la tête. C'est rarement nous qui appelons les mystères, ce sont eux qui nous appellent. Le tout, c'est de savoir si on décroche. Il marque une pause, puis ajoute « Tu n'as pas envie de savoir, même un peu, même si ça fait mal ?» Le silence qui suit est plus lourd que les mots. Élise ne répond pas tout de suite. Elle fixe encore la photo, comme si un détail allait subitement lui parler. Elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas comment dire, mais quelque chose en elle se met à glisser, à changer. Ahmed, sentant son hésitation, se redresse. On ne choisit pas toujours d'où on vient, Élise, mais on peut choisir où on va. Parfois, le passé n'est pas une menace. C'est une carte. Il prend son badge, se lève, lui laisse la photo. Va voir cette maison, tu n'as rien à perdre, et peut-être, juste peut-être, quelque chose à retrouver. Élise reste seule, figée, la photo dans une main, la lettre dans l'autre, et dans le creux de sa poitrine, là où logeait autrefois l'indifférence, une étrange sensation bourgeonne, la possibilité.
Le train ralentit dans un soupir métallique, grinçant comme s'il peinait à s'extirper du brouillard. Les wagons anciens tanguent légèrement avant de s'immobiliser dans un souffle. Élise reste immobile un instant, sa main serrée autour de la poignée de sa valise en cuir usé. Elle n'a qu'un sac, une écharpe nouée à la hâte et une boule dans le ventre. Dehors, tout est gris. Un gris épais, brumeux, presque liquide. La petite gare de campagne est silencieuse. Il n'y a pas de haut-parleurs, pas de voyageurs qui se pressent, pas de taxi qui klaxonne, juste le souffle du vent qui serpente entre les rails et les poteaux rouillés. Elle descend, ses bottes cognent le béton humide du quai. Le choc est minime, mais symbolique. Elle vient de franchir quelque chose, pas une simple distance géographique, une limite invisible. Son regard balaie le paysage, tout est flou, masqué par la brume. Les arbres au loin ne sont que des ombres fantomatiques. Le village est à peine discernable. Et pourtant, quelque chose l'appelle ici. Elle avance lentement, valise à la main. Le poids n'est pas seulement celui du cuir et des vêtements qu'elle a emportés, c'est le poids des années sans réponse, des origines brouillées, des douleurs silencieuses qu'elle n'a jamais osé creuser. Le panneau de la gare indique Kerdouval, un nom qu'elle n'a jamais entendu, mais qui lui semble étrangement familier. Comme un mot rêvé dans l'enfance, oublié au réveil, un vieux monsieur passe, chapeau enfoncé sur le crâne, cabas à la main, il la regarde brièvement. Pas de sourire, pas de questions, juste ce regard que les campagnes réservent aux étrangers. Curieux, prudent, poli, elle inspire profondément. L'air est différent, salé, chargé d'algues invisibles, de cheminées froides, d'herbes mouillées. Il sent la terre, il sent le retour, même si elle ne sait pas encore d'où. Elle sort l'adresse du notaire de la poche de son manteau. 6, chemin de la Forge, pas de plan, pas de GPS, juste une adresse manuscrite sur un bout de papier à l'encre tremblée. Une maison qui l'attend, disait la lettre. Mais qui attend quelqu'un depuis si longtemps? Et qu'attend-elle elle-même? Élise serre plus fort la poignée de sa valise, puis commence à marcher, lentement, comme on s'avance vers un souvenir, un rêve ou un piège. Un grincement sinistre accueille Élise alors qu'elle pousse la porte du grenier. L'odeur de poussière sèche et de bois ancien lui saute au visage. Les marches grincent sous ses pas prudents. Le plafond est bas, la lumière rare. Une seule fenêtre, sale et voilée, laisse filtrer une clarté trouble. Le grenier est vide, ou presque. Des toiles d'araignée dans les coins, une bibliothèque bancale, vide, et au fond, un coffre, noir, métallique, posé sur un vieux tapis râpé. Élise s'approche lentement. Son cœur bat plus fort. Ses doigts hésitent sur la poignée rouillée. Elle lève doucement le couvercle. Un craquement, une odeur de vieux papier. Et à l'intérieur, des dossiers. 7 chemises cartonnées soigneusement empilées, sur chacune une photographie collée au centre. De vieux portraits d'enfants. Aucun ne lui est familier. Et pourtant, il y a quelque chose. Une ressemblance, un frisson dans le dos. Elle en prend une, l'ouvre. À l'intérieur, un nom, une date de naissance, une adresse d'adoption. Et à côté, écrit à la main, mère déclarée, Élise Marceau. Elle recule d'un pas, chancelle presque. Non, c'est une erreur, une mauvaise blague. Mais chaque dossier dit la même chose. 7 enfants, 7 identités, tous liés à elle. Elle s'assied au sol, abasourdie. Le grenier tourne autour d'elle, son souffle est court. Elle essaie de comprendre, de rationaliser. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle aurait su, elle en est certaine. Et pourtant, chaque photo, chaque dossier semble crier une vérité qu'elle n'a jamais entendue. Son regard tombe sur une enveloppe coincée sous les dossiers. Elle l'ouvre, un petit mot griffonné. Ne les vois pas comme des erreurs, ils sont les fragments d'une vérité plus grande. Tu n'as pas choisi cela. Mais tu es la seule à pouvoir les réunir. Monsieur, les mains d'Élise tremblent. Elle regarde les 7 visages d'enfants, différents, uniques, mais reliés par un même fil. Et ce fil, c'est elle. Dans ce grenier silencieux, au milieu de la poussière, Élise sent que sa vie vient de basculer. Pas vers le chaos, vers la révélation. Dis-moi en commentaire si tu crois, toi aussi, que la vraie famille est celle qu'on choisit. Et si ce récit t'a parlé, abonne-toi. Un petit café au coin d'une place pavée, quelque part dans une ville moyenne. Rien de remarquable. Des tables en bois, un comptoir rayé, des tasses ébréchées. La pluie coule lentement le long des vitres. L'atmosphère est tiède, mais chargée, comme l'air juste avant l'orage. Élise est arrivée en avance. Elle a commandé 2 cafés. Elle n'a pas touché au sien. Ses doigts tournent la cuillère sans relâche. Son cœur cogne dans sa poitrine. Face à elle, une chaise vide. Bientôt, elle ne le sera plus. Le battement des talons sur le carrelage fend le silence. Une jeune femme s'approche, 22 ans à peine. Brune, fine, les traits durs, les yeux noirs pleins de défiance. Elle s'installe sans un mot, croise les bras. Alors c'est vous, ce n'est pas une question, c'est un verdict. Élise hoche lentement la tête, incapable de répondre. Elle cherche les mots justes, mais il n'en existe pas pour cette situation. Comment dire à quelqu'un « Je ne savais même pas que tu existais » sans le blesser ? Je m'appelle Julia, du moins c'est le nom qu'on m'a donné. Sa voix est sèche, pas de colère visible, mais une tension contenue, prête à jaillir. J'ai reçu votre lettre, j'ai failli la brûler. Et puis, je suis venue, par curiosité, pas par besoin. Élise veut tendre la main, mais elle la retient. Elle sent que le moindre geste pourrait tout faire basculer. Alors elle parle. Honnêtement,
Je ne sais pas par où commencer, je ne suis pas ta mère, pas dans le sens où tu l'imagines, mais on m'a lié à toi, administrativement, juridiquement et maintenant émotionnellement, je crois. Julia fronce les sourcils. Vous parlez comme un avocat. Elle sort un petit dossier de son sac, le même que celui trouvé par Élise dans le grenier. Je l'ai lu 100 fois et chaque fois je me dis « c'est quoi ce bordel ?» Le mot claque sur la table, mais il fait tomber une barrière. Élise sourit doucement, malgré elle. Moi aussi, je me dis la même chose, un silence. Puis Julia relâche un peu ses épaules, son regard reste dur, mais moins tranchant. Alors, c'est quoi votre plan? Me rassembler avec 6 autres inconnus et fonder une secte? Élise secoue la tête. Son rire est bref, sincère, douloureux. Non, juste essayer de comprendre et te laisser le choix, de fuir ou de rester. Julia ne répond pas. Elle prend une gorgée de café, son visage reste fermé, mais quelque chose a changé. Minime, invisible pour un inconnu. Mais pour Élise, c'est un monde, Julia est restée. Elle écoute et peut-être, elle reviendra. La ruelle est étroite, pavée, bordée de vieilles pierres noires humides. La pluie fine du soir n'a pas tout à fait cessé. Des halos orangés tombent des réverbères, dessinant sur les murs des ombres longues et vacillantes. Un silence pesant, comme dans ces instants juste avant que quelque chose ne dérape. Élise avance seule, sa silhouette frêle emmitouflée dans son manteau beige. Elle vient de sortir du bureau du notaire. Un rendez-vous étrange, froid, expédié. Le notaire semblait gêné, presque nerveux. Et avant qu'elle ne puisse poser trop de questions, il avait murmuré « Vous devriez parler à Maître Leclerc. Il connaît l'histoire mieux que moi. » Et maintenant, il est là, Maître Leclerc. Un homme dans la cinquantaine, costume sombre parfaitement ajusté, épaules rigides, mâchoire serrée. Il attendait dans la ruelle comme s'il savait exactement quand et où elle passerait. Madame Marceau, sa voix est tranchante, mais sans élever le ton. Elle glace, elle coupe, Élise s'arrête. L'humidité lui colle aux joues, ses mains tremblent à peine. Mais sa voix est droite. « Vous vouliez me parler ?» Il s'avance, il ne tend pas la main, il la regarde de haut, les sourcils froncés comme si elle était une anomalie. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous mettez les pieds dans une histoire que vous ne comprenez pas. Marianne Desroches n'était pas une femme ordinaire. »« Je sais ? Non, vous ne savez rien. Ces enfants, ils n'ont pas besoin d'être secoués à nouveau. Ils ont été replacés. Ils vivent leur vie. Vous n'avez aucun droit de venir remuer tout ça, et encore moins de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. » Élise s'avance d'un pas. Elle ne recule pas. Sa voix tremble, mais elle parle. « Je ne prétends rien, je ne fais que suivre les fils qu'on m'a laissés, et jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui mènent ici. » Il serre les dents, puis il sort une enveloppe de sa veste. Ceci est une injonction de silence. Ne contactez pas ces jeunes, ne fouillez pas. Ne remettez pas en question les accords faits il y a 20 ans. Elle le fixe, elle ne touche pas l'enveloppe. S'ils ne veulent pas me voir, ils me le diront, eux-mêmes. Un long silence, puis Leclerc murmure plus bas, presque avec menace. « Vous n'avez pas compris, Madame Marceau. Vous ne faites pas partie de l'histoire. Vous n'êtes qu'un nom sur un papier, un outil administratif. Peut-être, mais parfois, même les outils rouillés peuvent servir à ouvrir des portes. » Il recule, légèrement, il la jauge une dernière fois. « Vous avez été prévenu. » Puis il disparaît dans la nuit, ses pas résonnant sur les pavés mouillés. Élise reste seule, le cœur battant, l'esprit assailli. Mais elle sait une chose, si on veut l'empêcher d'avancer, c'est qu'elle approche de quelque chose de vrai. Le salon est modeste, presque nu, une grande pièce aux murs épais, au sol en vieilles dalles de pierre, une cheminée froide occupe le fond, encadrée par 2 fauteuils dépareillés. Les rideaux sont ouverts, laissant filtrer une lumière pâle de fin d'après-midi. Pas de feu, pas de musique, rien que la tension suspendue dans l'air. Élise est assise sur une chaise de bois face à eux. Les 7 jeunes adultes, chacun unique, chacun marqué différemment par la vie, ils sont arrivés les uns après les autres, parfois en silence, parfois avec défi, parfois avec prudence. Ils ne se connaissent pas encore. Mais aujourd'hui, ils sont là, dans la même pièce, pour la première fois. Et dans ce silence pesant, quelque chose d'invisible circule déjà entre eux. La conscience d'un lien commun, même s'il est encore flou, incertain, effrayant. Élise inspire. Elle a préparé des feuilles, des photos, quelques lettres. Elle ne sait pas par où commencer, alors elle commence par la vérité. « Je ne suis pas ici pour forcer quoi que ce soit. Je ne suis pas votre mère, mais j'ai été utilisée. Mon identité, mon nom, ont servi à faire exister légalement vos adoptions. Je n'ai pas donné mon accord, mais maintenant, je ne peux plus détourner les yeux. » Elle regarde chacun d'eux, un par un. Julia, la première qu'elle a rencontrée, lui lance un regard ferme. Mais elle reste là. Alexis, le plus jeune, ne cesse de regarder autour de lui, les genoux agités. Claire, elle, semble presque soulagée d'être enfin assise dans cette pièce. Élise poursuit. « Vous avez été séparés, adoptés dans des familles différentes. Marianne Desroches, qui m'a élevée, avait un plan. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant, mais elle a tout fait pour que vous soyez placés, protégés, et un jour, réunis. Elle tend un dossier, le premier, elle le pose sur la table basse, au centre du cercle. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je sens que ça vous concerne, que c'est à vous de choisir maintenant ce que vous voulez faire. » Un silence, long, épais.
puis une voix s'élève, timide. On a tous grandi, sans savoir, sans rien. Peut-être qu'il est temps de savoir ensemble. C'est Amine, assis contre le mur, bras croisés. Il n'a pas encore souri, mais ses yeux sont moins durs. Un souffle, une fissure dans la glace. Puis Claire hoche la tête, puis Hugo, puis Julia, avec une moue de défi, mais sans quitter son siège. Un cercle est en train de se former, lentement, fragilement. Mais pour la première fois, ces 7 personnes ne sont plus des inconnus éparpillés. Elles sont des fragments rassemblés autour d'un feu qui n'existe pas encore, mais qui commence à couver dans leur regard partagé. Et Élise, au centre, comprend qu'elle n'est pas là pour être leur guide. Elle est là pour cheminer avec eux. Si cette scène t'a touché, un petit like nous aide à continuer à raconter ce genre d'histoire rare. Le grenier est plongé dans une lumière dorée qui filtre à travers une fenêtre ancienne, poussiéreuse. Les boîtes d'archives et les meubles abandonnés donnent l'impression d'un musée familial oublié. Et pourtant, aujourd'hui, ce lieu devient une scène vivante de vérité. Les 7 jeunes sont assis en demi-cercle autour d'Élise. Elle est debout, au centre, les doigts crispés sur une lettre qu'elle a trouvée quelques jours plus tôt dans un tiroir secret sous le plancher. Une lettre que seule elle était censée lire, mais qu'elle a décidé de partager. Elle inspire, elle a les mains moites, sa voix tremble à peine. C'est une lettre de Marianne Desroches. Elle s'adresse à moi, mais je pense que chacun de vous mérite d'en entendre les mots. Un silence respectueux tombe. Chacun la regarde, écoute. Certains bras sont croisés, d'autres mains nouées sur les genoux, mais tous sont suspendus à ses lèvres. Élise commence à lire. « Élise, tu n'as jamais été qu'un instrument administratif, mais tu as toujours été plus que cela. Tu as grandi dans mes bras, ignorante de la toile que je tissais autour de toi. Pardon pour cette manipulation, mais il fallait une clé. Et tu étais la seule capable de la tenir un jour sans haine. Ces enfants que tu découvres aujourd'hui, je les ai sauvés, comme on arrache des feuilles au vent. Certains étaient du battu, d'autres abandonnés. Certains allaient bien disparaître dans les failles du système. Je les ai adoptés en silence, par ton nom, pour les cacher, pour les placer, pour les protéger. » Des larmes montent dans les yeux de Claire, Julia serre les dents. Amine regarde fixement le sol. « Pourquoi toi ? Parce que tu es le seul enfant que j'ai voulu vraiment. Tu étais celle à qui je pouvais faire confiance même sans que tu le saches. J'ai construit autour de toi une famille invisible. Et maintenant, je te demande une chose, montre-la au monde, aide-les à se trouver. Et aide-toi à te reconstruire. » Élise s'arrête, sa gorge se noue, un silence pesant s'installe. Pas vide, plein de révélations, de poids qu'on ne sait pas encore comment porter. Puis un jeune homme, Hugo, murmure « Alors, on est tous liés, par elle et par toi. » Élise hoche la tête, mais elle ne dit rien. Elle laisse les mots flotter. La lettre froissée dans sa main a peut-être tout changé. Ce n'est plus une enquête, ce n'est plus une quête, c'est une reconnaissance. Et dans ce grenier poussiéreux, ce n'est plus la vérité qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils vont en faire. La nuit est tombée sur la maison Desroches. Les volets sont tirés, le vent souffle doucement à travers les fentes des vieux murs. Dans le grand salon, seul le crépitement du feu brise le silence. Ils sont 8. Élise, au centre, et les 7 jeunes, désormais assis autour d'une table basse où 3 bougies tremblotent dans la pénombre. Chacun tient une feuille, une lettre, une page écrite de leurs mains pour exprimer ce qu'ils n'ont jamais dit à personne, pas un jeu, pas une obligation, une offrande. Élise a proposé cette idée comme un pont. Écrivez ce que vous voulez, à qui vous voulez, même si vous ne l'enverrez jamais. Et contre toute attente, ils ont tous écrit. Le premier à parler, c'est Alexis. Il a la voix encore instable de ses 18 ans. Il ne regarde personne, les yeux fixés sur les flammes. J'ai écrit à celle que je n'ai jamais vue. Ma mère, pas Élise, pas Marianne, l'autre, celle qui m'a laissé dans un hôpital à 3 jours. J'ai écrit que je ne lui en veux pas, mais que j'aurais voulu qu'elle me regarde au moins une fois. Le silence qui suit n'est pas gênant. Il est dense, respectueux. Julia enchaîne. Elle est droite, tendue. Moi, j'ai écrit à mon père adoptif, celui qui disait que j'étais trop sauvage pour être aimé. J'ai écrit qu'il avait raison, que j'étais sauvage, mais que ce n'était pas une tare, c'était ma force. Les visages s'inclinent, doucement. Claire lit un poème. Hugo, une simple phrase. J'ai toujours su qu'il me manquait quelque chose, maintenant je sais quoi. Chacun partage une blessure, mais aussi un filament de lumière, un espoir, une présence. Puis Élise, la dernière, tient sa feuille. Elle hésite, puis lit, les larmes dans la gorge. J'ai écrit à moi-même, à la petite Élise de 6 ans, seule dans un foyer. Je lui ai dit qu'un jour, elle ne serait plus vide, qu'un jour, elle serait entourée, et qu'elle aurait le droit de dire « je suis chez moi ». Le feu éclaire les visages marqués, fatigués, mais changés. Personne n'applaudit, personne ne commente, mais quelque chose a été déposé entre eux, autour d'eux. Quelque chose d'invisible, mais réel, un feu qu'aucune lettre ne pourra éteindre. Le pain encore chaud trône au centre de la table. Le soleil du matin inonde la cuisine, traversant les rideaux jaunes pâles comme un souffle neuf. Le parfum du café, des tartines grillées, du jus d'orange fraîchement pressé flotte dans l'air. La pièce est vivante. Vraie, ancrée dans l'instant. Élise sourit.
un sourire qu'elle n'a jamais connu avant, pas celui de politesse ni de façade, celui qui vient de l'intérieur, du calme après la tempête. Autour de la table, les 7. Plus si étrangers, pas encore des frères et sœurs, mais quelque chose s'en approche, quelque chose de choisi, de tissé à la main avec maladresse et sincérité. Julia rigole en mordant dans une pomme. Alexis dispute Claire sur la quantité de confiture qu'elle met sur ses tartines. Amine raconte une anecdote d'enfance qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Chacun est là, présent, libre de rester ou de partir. Élise se lève, prend une assiette, sert une tranche de pain à Hugo, s'assoit à nouveau. Elle n'a plus besoin de tout contrôler. Elle n'est plus une infirmière de nuit dans une vie sans sommeil. Elle est devenue un repère. La maison des Roches a changé aussi. Les murs ont été repeints. La lumière y entre plus large. Des photos sont apparues sur les étagères, des mots sur les murs, des livres entassés dans tous les coins, et bientôt cette maison deviendra plus qu'un lieu de retrouvailles. Ils ont décidé ensemble, elle accueillera des jeunes, comme eux, comme ils l'étaient, en rupture, en attente, en silence. Une maison vivante, pas une institution, une famille choisie. On devrait lui donner un nom, dit Claire. Marianne, souffle Élise, tous acquiescent. Le silence qui suit n'est pas un vide, c'est un accord. Puis Élise prend sa tasse, lève les yeux, son regard croise celui de Julia. Elles n'ont plus besoin de mots, elles se comprennent. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas la vérité qui les a sauvées, c'est l'amour qu'ils ont choisi d'y construire. Merci d'avoir voyagé avec Élise. Like si tu veux d'autres histoires vraies, abonne-toi si tu veux en faire partie.